Bonjour à toutes et tous. Un grand merci pour être avec nous encore dans cette grande journée, puisque depuis ce matin, il y a eu énormément de conférences. Et donc, on sait qu'on est un peu en fin de journée. Donc, encore un merci à vous tous d'être là maintenant. Le sujet de cette table ronde, c'est l'adoption de l'IA par les PME. Et donc le sujet de la thématique, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tout au long de la journée Big, c'était la vérité. Et bien justement, la vérité, on la cherche avec des faits. Et donc l'idée, c'est un peu de confronter cette image qu'on entend, cette petite musique de temps en temps, de dire l'IA française, on est un peu à la traîne, les PME, on est un peu à la traîne. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est plus compliqué ? On a la chance d'avoir 3 experts très complémentaires pour en parler aujourd'hui, pour vous permettre de repartir avec des clés qui vous permettront de vous faire votre propre opinion. Voilà, je te laisse peut-être te présenter. Tatiana. Ça marche. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Tatiana Luent. Je suis de BPI France. Je travaille au Lab, qui est au sein de la direction des études. Et du coup, on a un collectif d'experts, autant en économie, sociologie. On publie baromètre de conjoncture, mais aussi un certain nombre d'études thématiques sur des sujets pertinents pour les dirigeants de PME ETI. Et on a sorti en juin une étude sur l'IA. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jonathan Bordereau. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la tech, 10 ans que je suis entrepreneur. Et je suis récemment le cofondateur d'une société qui s'appelle Community, qui a développé une infrastructure autonome d'agents. Alors ça veut dire plein de choses différentes, mais je suis au contact notamment des PME et des ETI sur les sujets de l'IA. Et Agatha Hidalgo, je suis responsable des affaires européennes chez France Digital, qui est la plus grande association privée des startups investisseurs et incubateurs en Europe. Je m'occupe de différents sujets tech, mais notamment d'IA. On a publié en début d'année un mapping des startups françaises de l'IA, ainsi qu'un certain nombre d'études sur la chaîne des valeurs, sur les traitements des données, les droits d'auteur et plein d'autres sujets passionnants. Merci à tous les 3. Et donc, comme vous voyez, on a 3 points de vue et 3 expertises complémentaires. Et ce que je vous propose, alors c'est quand on a préparé cette table ronde, au début on avait fait un truc très filé en disant je poserai une question d'abord à Tatiana, puis à Jonathan, puis à Agatha. Puis on s'est dit en fait non. On va plutôt séquencer la discussion et laisser chacun réagir et donner les éléments qu'il souhaite donner. Et donc déjà, je vous propose qu'on pose le constat. Et là, je vais quand même tricher. Je vais un peu t'envoyer quand même la balle, Tatiana, puisqu'il y a une étude qui a été faite. France Digital fait des études, mais d'autres en font aussi, y compris BPI France. Et donc, cette étude qu'a sorti le Lab, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors du coup, nous, on a cette patte un petit peu où on mixe toujours du quanti et du quali dans nos études. Donc, on a lancé une enquête, on a eu 1200 répondants auprès des PME ETI, donc tout secteur, et on a réalisé plus de 40 entretiens auprès à la fois d'experts et de dirigeants et dirigeantes de PME ETI pour comprendre un peu comment ils percevaient l'IA, est-ce qu'ils avaient commencé à faire des choses dessus, et voilà, où est-ce qu'ils en étaient, comment ils voyaient le futur. Et du coup, peut-être commencer par le plus gros enseignement de l'étude, c'est un peu comprendre où est-ce qu'ils en sont, cette phase de diagnostic. Et là, ce qu'on voit, et notamment c'est en comparaison avec une étude qu'on avait sortie en 2017 sur la transformation digitale, où à l'époque, les dirigeants de PME ETI étaient quand même assez nombreux à nous dire qu'ils voyaient la transition digitale comme une sorte de mode, quelque chose qui n'allait pas être crucial pour leur futur. Là, sur l'IA, on a quand même une prise de conscience de l'enjeu qui est vraiment différente. On en a 58% qui voient un enjeu de survie dans l'IA à horizon 3-5 ans. Donc ça, c'est la partie prise de conscience. Par contre, dans le côté action, on n'est pas forcément encore au niveau de cette prise de conscience. Donc c'est quelque chose qui est en progression, on va dire. Mais au moment où on les a enquêtés, on avait 32% des PME ETI qui utilisaient l'IA, donc IA générative ou IA non générative, que ce soit en phase de test ou à l'échelle. Et seulement 43% qui avaient commencé à intégrer l'IA aux questions et réflexions stratégiques dans leur entreprise. Donc encore un peu minoritaire, alors que c'est leur survie, c'est eux-mêmes qui le disent. Et vous, Agatha et Jonathan, via vos spectres respectifs, associatifs France Digital et les clients et prospects de Comity, est-ce que ça vous fait réagir ces chiffres ? C'est des chiffres que
que je trouve tout à fait cohérent par rapport à toutes les personnes qu'on a la chance de rencontrer chez Community. Les entreprises aujourd'hui françaises, alors je pense au niveau mondial, mais les entreprises que je rencontre moi, elles sont françaises, elles ont conscience de ça. Donc le côté survie, il est clair. Et beaucoup de gens ont envie d'échanger et de comprendre comment ça fonctionne. Malheureusement, le problème, c'est plutôt le passage à l'action, c'est-à-dire que, bien évidemment, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises, elles se renseignent, elles commencent à se former, elles ont vraiment une volonté de comprendre à quoi ça peut servir. En revanche, elles ont du mal à se dire à quoi ça peut servir dans mon entreprise. Et c'est là où le passage à l'action, malheureusement, n'est pas systématique. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, en tout cas au niveau des PME et des ETI, qui est peut-être différent, je pense, sur les grands groupes, c'est que comme tout ça est arrivé très vite et encore très jeune, il n'y a pas forcément les équipes et les personnes qui vont prendre ça en main pour vraiment être capables de l'adopter, le tester et faire en sorte de le passer à l'échelle. Et comme vous le savez, le contexte économique n'est pas le plus favorable possible, donc ce qui n'aide pas finalement à la démarche que devraient avoir aujourd'hui nos PME et nos ETI sur le sujet. Peut-être un chiffre pour compléter. Quand on a posé la question à nos startups de qui étaient leurs clients, on a constaté que les PME constituent à peu près 18% des clients des startups, qui est un peu plus des entités publiques, c'est une bonne nouvelle, mais c'est à peu près la moitié par rapport aux grands groupes. Du coup, on voit qu'il y a une tendance positive, mais qu'elle reste limitée. Je pense qu'il y a un autre élément intéressant qui explique aussi peut-être le changement qu'on a vu par rapport aux études de 2017, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, notamment l'IA générative, est vraiment à la portée de tous dans leur vie quotidienne. Du coup, c'est le passage à se poser la question comment je l'utilise dans mon entreprise est beaucoup plus simple à faire. C'est plus le domaine de la technique, c'est vraiment plus démocratisé, ce qui en soi est positif. Un autre constat peut-être intéressant, c'est que effectivement, les PME se posent plus tant la question de est-ce que je dois faire de l'IA dans mon entreprise, mais comment. Et du coup, ça, déjà, c'est un bon signe de maturité. Après, il y a tous les enjeux, on en parlera après, de comment on passe effectivement à l'échelle. Donc, constat partagé, d'accord, mais on voit aussi quand même qu'on aborde là des sujets de finalement, j'ai pas vraiment les équipes pour, mais peut-être qu'il n'y a pas toujours besoin d'IA non plus, parce qu'on a tendance à nous dire il faut absolument se mettre à l'IA, mais peut-être que c'est aussi ça, un début d'explication, c'est quelque chose que vous avez vu dans l'étude, dans vos membres, dans vos... Oui, bah, peut-être... c'est sûr que en tout cas, c'est une question pour les PMETI qui est super importante parce que, comme le disait Jonathan, on est quand même sur un sujet, notamment l'IA générative, qui est assez récent et les PMETI, elles n'ont pas les ressources des grands groupes qui lancent des tonnes de projets d'expérimentation pour voir un peu qu'est-ce qui va marcher. Donc, il y a un enjeu vraiment de stratégie, de réflexion. Donc nous, vraiment ce qu'on voit chez ceux pour qui ça marche, c'est quand même une phase d'acculturation dans un premier temps, de formation, d'essayer de comprendre, démystification aussi, parce que forcément c'est un sujet dont on entend parler beaucoup dans les médias, ça peut faire peur, on l'entend aussi beaucoup sous l'angle de la destruction d'emplois, ce genre de choses. Donc vraiment en faire un sujet de discussion au sein de l'entreprise. Et aussi, c'est super important parce que ça permet aux équipes de s'approprier le sujet qui vont ensuite pouvoir identifier des cas d'usage pertinents pour l'entreprise. Mais il y a vraiment le côté de pertinence, le côté stratégique qui est encore plus important pour les PME qui n'ont pas des ressources infinies à aller dépenser dans des choses dont elles ne sont pas certaines. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Le point de départ, c'est vraiment déterminer quels sont les bons cas d'usage. On parle beaucoup de cas d'usage, mais c'est vraiment le point de départ à avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde n'a pas conscience de quel doit être ce point de départ. Et parfois, ils ont des idées sur des choses qu'ils ont envie de réaliser, mais ce ne sont pas des bonnes idées parce que du coup, elles ne nécessitent même pas d'IA en réalité. Ou ce sont juste des gadgets qui finalement n'apportent pas grand-chose à part faire tourner des data centers, mais bien évidemment, ça n'intéresse personne. L'autre sujet, et qui n'est pas évident et à cerner pour les PME et les ETI, contrairement aux grands groupes, et notamment parce qu'ils n'ont pas les équipes, c'est que en fait, l'IA générative, on le compare souvent à ce que l'on fait à titre personnel, mais ce que l'on fait à titre personnel, techniquement, ça ne demande pas de complexité par rapport notamment au contexte qu'on va connecter aux intelligences. D'accord ?
Sauf qu'au niveau professionnel, pour que ça prenne de la valeur, il faut connecter son contexte professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, son contexte professionnel? Ça veut dire ses documents, ça veut dire ses données, voire toutes les informations qui sont dans les différents outils qu'on utilise. Et c'est à travers cela que là, ça devient pertinent et qu'on peut rentrer sur des usages qui ne seront pas juste des gadgets et qui vont apporter énormément de valeur aux sociétés. Mais dès qu'on commence à tester, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est là où ça demande une gestion de transformation, de changement et d'investissement, autant sur le temps passé qu'au niveau coût, pour en faire quelque chose d'intéressant pour une société. Bien évidemment, il y a des choses qui nous font gagner énormément de temps, comme résumer, traduire, etc. Et ça nous fait déjà gagner quelques heures. Mais si on réfléchit survie et compétitivité, c'est ceux qui vont aller en profondeur et qui vont aller dans cette connexion de leur contexte qui vont réellement apporter de la valeur à leur société. J'irais même plus loin en disant que juste ajouter des liens dans la vie d'une PME, d'une ETI, ça ne va pas changer la vie si ça ne fait pas partie d'une démarche plus large de digitalisation. Ça ne sert à rien d'ajouter des liens si on n'a pas nos données numérisées, si on ne les a pas au propre, si on n'a pas l'habitude de faire en sorte que les process soient clairs et partagés dans toute l'entreprise. Du coup, il y a tout un peu une infrastructure à mettre en place avant de pouvoir en profiter et créer vraiment de la valeur, parce que sinon, ça peut créer effectivement des frustrations. C'est un décalage entre les attentes et l'impact réel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'arrive pas qu'aux PME, hein, ça arrive aux grands groupes aussi. J'en ai discuté avec plein qui disaient, bon, finalement, de l'automatisation classique, du machine learning classique faisait très bien le taf. J'avais pas besoin de mettre un ChatGPT pour accélérer les choses. Du coup, voilà, il faut poser la bonne question. Quel est le problème qu'on a envie de résoudre? Est-ce que j'ai besoin de l'IA pour le faire? Est-ce que j'ai les bonnes bases pour la mettre en place? Oui, mais ça, ce questionnement que doit avoir le dirigeant d'entreprise, il l'a le vendredi soir après que tout le monde soit parti, il est un peu tout seul. Comment il fait justement pour avoir cette réflexion, pour avoir ces gens qui vont lui ouvrir des éclairages alors il y a tous les contenus de BPI France qui aident à ça, mais il y a peut-être autre chose que des contenus. Qui veut prendre? On va peut-être commencer avec des données, parce qu'en effet, c'est une des choses qui ressort quand même beaucoup, alors à la fois du Quanti, mais aussi beaucoup des entretiens que j'ai pu mener avec les dirigeants et dirigeants d'entreprise. C'est quand même un sentiment d'isolement parfois assez fort face à ce sujet-là. Donc, pas mal de dirigeants qui, en effet, en entendent beaucoup parler, se disent, voilà, ils jouent quelque chose, mais qui derrière... Voilà, savent pas vraiment comment s'y prendre et sont pas forcément, ça peut être de l'isolation géographique ou sociale, donc ils vont être dans un département où il n'y a pas forcément un écosystème très fort pour leur apporter de l'information. Ça peut être aussi des dirigeants qui sont pas forcément membres d'associations professionnelles ou qui n'ont pas l'habitude de solliciter BPI France, les chambres de commerce pour des formations et ce genre de choses. Et du coup, c'est un gros sujet sur l'identification. Alors déjà, aller demander de l'aide et l'identification de partenaires de qualité. Et ça, je crois que l'écosystème travaille beaucoup aussi à créer des cartographies et ce genre de choses pour ça. Ce qui le met, c'est que, bien évidemment, c'est possible, mais c'est vrai que beaucoup de PME et de TI que je rencontre, ils me disent souvent que c'est pas évident d'identifier les bons partenaires. Bons partenaires vraiment sur tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire que ce soit sur de la formation, que ce soit sur de l'accompagnement, que ce soit sur des plateformes, et tout se ressemble et tout a l'air merveilleux. Mais bien évidemment, on sait tous que personne n'a de baguette magique. En tout cas, il y a une recette qui marche chez tous nos clients. Aujourd'hui, on accompagne une 50aine de PME et de TI. C'est que toutes les sociétés qui ont vraiment réussi à le mettre en place, au-delà de choisir les bons partenaires, c'est qu'ils ont défini une équipe, une task force, souvent de métiers et de fonctions différentes, qui prennent du temps sur leur mission quotidienne et qui vont réfléchir ensemble à faire avancer le schmilblick. Et dans cette avancée, dans cette gestion du projet, ils vont choisir des personnes pour les former, ils vont choisir des personnes pour l'évangélisation, ils vont choisir des personnes pour la partie technique. Mais c'est vraiment en fait l'association des différents métiers, parce que l'IA, c'est pas comme un CRM par exemple. Un CRM, on y met nos deals, nos transactions, on veut créer des dashboards et c'est simple. L'IA, ça permet de faire tout ou rien. Et c'est vrai que tout ce qui marche en général, on en revient au basique, c'est l'implication des humains à faire avancer un projet. Et en avançant par itération, parce qu'on ne passe pas de 0 à 100 en 2 mois,
qui fait qu'au fur et à mesure, on avance. Et moi, je le vois sur mes clients, mais déjà en 3 mois, il y a des choses en place qui leur font passer des tâches qui duraient 4 heures à peut-être quelques dizaines de minutes. Et en 6 mois, on va encore plus loin. Et donc, vraiment, ce qui marche, c'est cette volonté d'y aller. Mais vraiment, ça veut dire qu'il faut y passer du temps. Oui, effectivement, si j'y reviens à la provocation initiale, il ne faut surtout pas que le patron soit seul dans cette réflexion. Et l'enjeu, ce n'est pas juste de discuter avec d'autres patrons, qui est sûrement très important, et les associations, les entités publiques sont là pour ça, mais aussi avec les équipes. Parce que si je tire les fils de ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, l'IA n'a de la valeur que si elle s'applique à un cas d'usage concret. Et qui mieux que les équipes et les leads des équipes connaissent ces enjeux concrets, qui sait où il y a de l'optimisation possible, où il y a des processus qui sont chronophages et qu'on peut simplifier, automatiser. Voilà. Du coup, il faut vraiment que ce soit une démarche partagée. L'impulsion doit venir du leadership, du patron, de la direction, mais après, elle doit être vraiment incarnée et il faut laisser la place aussi aux employés de tester sur en quoi l'IA les aide ou pas dans leur travail au quotidien, parce que c'est là qu'on crée de la valeur. Alors, je vais même reprendre la question pour que tout le monde l'entende. On parle d'IA générative ou d'IA agentielle, mais on parle plus globalement d'IA tout court. De quoi on parle? Quelqu'un veut repréciser? Je pense qu'aujourd'hui, le sujet se concentre plutôt sur l'IA générative, l'IA agentielle ou agentique. C'est ce que vous voulez dire par agentielle? Ok. La réalité, c'est que ça, je pense qu'on en parle beaucoup sur les articles LinkedIn, mais peu en fond. Donc je vais parler juste d'IA générative, parce qu'on est encore sur une phase d'adoption. Même si c'est vrai que certains sont déjà sur cette deuxième phase, mais c'est clairement pas la majorité du marché. Et parce que l'IA tout court, le machine learning, quand même, les entreprises sont quand même plutôt bien formées sur le sujet, peu importe les secteurs d'activité. J'ai donc rencontré il y a 2 semaines un syndicat dans l'industrie, un syndicat patronal, et ils ont déjà adopté ces sujets-là. On parle plutôt vraiment de la partie générative. Et peut-être pas d'ailleurs. Tatiana, je crois que moi j'ai lu l'étude, donc je me dis qu'il y a peut-être des choses. Non, c'est sûr. Alors, je pense qu'en effet, c'est des sujets plus matures, les IA non génératives, tout ce qui va être machine learning et optimisation, mais quand même, il y a un gros potentiel dans l'industrie. En effet, c'est quand même là où on le voit beaucoup. Donc, j'ai parlé dans l'étude avec des dirigeants industriels qui mettent ça en place, qui ont mis des capteurs sur toutes leurs machines, qui commencent à essayer de comprendre pour faire de la maintenance prédictive, pour optimiser la production, prévenir les pannes aussi, du coup. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, parmi tous ceux que j'ai interviewés, je pense que les cas d'usage étaient beaucoup plus clairs pour l'IA non générative type machine learning que pour l'IA générative. Alors, il y avait aussi des gens qui avaient peut-être des RAG, donc des adaptations des modèles de langage à la documentation de l'entreprise pour, par exemple, faire un petit chatbot pour les clients ou quelque chose comme ça. Mais quand même, celle qui avait le plus d'impact, on avait aussi un transporteur d'autocar qui avait utilisé le machine learning pour optimiser à la fois les lieux de ses dépôts d'autocar et tous les trajets pour pas qu'il y ait de trajets à vide, donc économiser beaucoup d'argent. Un projet avec un ROI en 3 mois, donc quelque chose à très fort impact. Sur le génératif, alors après, je pense qu'aussi c'est des publics peut-être différents, où nous vraiment on a visé toutes les PME ETI, donc aussi beaucoup qui nous ont exprimé ne pas du tout vouloir toucher à l'IA parce qu'il y avait un aspect moral auquel ils adhéraient pas, parce qu'ils ne voulaient pas remplacer de l'humain par des machines. D'autres justement qui en avaient un peu peur, ne savaient pas trop comment s'y prendre, mais avaient envie peut-être de regarder. Donc on avait loin d'avoir que des gens qui étaient très push sur l'IA, très digitalisés et ce genre de choses. Donc un peu toutes les IA sont concernées selon les secteurs, selon les niveaux de maturité. C'est ça en fait ce qu'on dit. Et je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'IA qu'on utilise dans le quotidien, des recommandations, des anticipations, des flux des stocks, que ce soit dans le perso ou dans les pros, qui est juste, on n'appelait pas IA, mais c'est de l'IA quand même. Du coup, ça crée un peu des confusions, ça c'est vrai. Mais j'ai rejoint Tatiana notamment quand on dit
parfois, pour l'IA générative, on n'a pas trouvé les bons cas d'usage, alors que sur la vieille IA, on en a plein et on n'a même pas besoin de l'appeler comme ça. Du coup, peut-être, si on se retrouve ici dans un an, on parlera même plus d'IA, ou on parlera juste d'agents, ou d'autres choses encore qu'on n'a pas encore anticipées. Du coup, voilà, il faut toujours avoir en tête qu'il y a plusieurs types d'IA et pas trop se perdre dans la nomenclature. Mais peut-être ce qui est intéressant, justement, c'est que nous, ce qu'on peut voir, c'est que l'IA générative crée un intérêt pour les IA non génératives. Et ça, c'est important aussi. Agatha, tu le disais, le fait que ce soit en interface langage naturel, ça permet à tout le monde un peu de se lancer. Et du coup, ça réveille des intérêts et on peut aller parler derrière d'IA non générative à des gens qui ont entendu parler que d'IA générative au début. Alors, je crois que c'est toi, Agatha, qui disais qu'il faut laisser ses collaborateurs tester. Et donc, c'est peut-être pour ça que sur l'IA plus classique, on a moins le sujet, parce qu'ils connaissent leur process, ils connaissent leur machine. Sur l'IA générative, c'est un peu plus compliqué. Et justement, moi, à titre personnel, chez BPI France, j'ai cette problématique. J'aimerais bien que tous mes collègues testent, mais il faut un petit peu les embarquer, parce que ça peut, même si on dit que c'est du langage naturel, c'est pas si simple que ça, en fait. Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez dans vos secteurs différents ? Ouais, il faut sûrement ajouter à ça de la formation et en tout cas de la pédagogie, parce que on ne peut pas non plus mettre de l'information sensible, par exemple, dans n'importe quel outil qu'on utilise en gratuit en ligne. Et pas tous les outils sont performants de la même manière pour les mêmes tâches. Du coup, bien sûr, il faut de la formation. Et moi, j'ai discuté il y a quelques temps avec une start-up qui s'occupe des cybersécurités pour les modèles de langage en IA générative, parce qu'ils se sont rendus compte que, notamment dans les grandes entreprises, les gens peut-être ont accès à un chatbot d'une entreprise, mais à côté, sur leur compte perso peut-être, ou sur leur téléphone, elles utilisent un autre, mais avec des questions qui sont professionnelles quand même. Du coup, vite, l'entreprise perd un peu le contrôle sur où part la donnée. Et du coup, c'est très important de mettre en place des processus, de donner aussi les choix, de donner accès à plusieurs outils en parallèle, mais toujours informant sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et dans quelles conditions. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est la même chose à l'école. Il y a des pays européens qui font ça avec les étudiants au lycée. Je pense que c'est un sujet qui est essentiel. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant avec cette technologie, c'est que si on sait bien lui parler, et on parle de communication, de conversation, on peut en extraire énormément de valeur. Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est pas que c'est compliqué, mais on n'a pas forcément tous les bons réflexes ou les mêmes réflexes. Et je pense d'ailleurs qu'au même titre qu'on a tous fait énormément de formations sur comment bien gérer toutes les formules dans Excel, et qu'à la sortie de ces formations, on n'était pas tous des dieux d'Excel, et on l'est pour certains toujours pas, moi par exemple, je pense que c'est pareil sur l'IA générative. En revanche, en fait, on a des capacités d'abstraction qu'on a avec l'IA générative qui est bien différente de ce que l'on devait faire sur un fichier Excel. Et ça va notamment sur cette logique d'agent. L'IA générative, c'est vraiment, et on va une couche en dessous, enfin vraiment si on parle du modèle de langage, c'est vraiment la base de l'infrastructure qui permet de faire énormément de choses. En revanche, l'agent, c'est la concrétisation, c'est la forme d'abstraction entre guillemets ultime qui va permettre de tout simplifier. Et notamment le prompting, parce que c'est ça le sujet dont on parle là actuellement. Pour vous dire, nous, c'est quelque chose qu'on a fait en interne, c'est-à-dire que, en fait, on voit des milliers d'utilisateurs qui posent des questions qui sont intéressantes, mais elles sont mal tournées ou manquent de précision. Et in fine, ça génère, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de frustration. Et donc, on a développé un agent. Et cet agent, qu'est-ce qu'il a? Son seul rôle, c'est de comprendre ce que l'on a, nous, dans notre tête, de nous poser des questions pour arriver à l'extraire, pour ensuite réaliser la tâche. Ça, c'est quelque chose qui va se généraliser, puisque, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit juste avant, si on donne les bonnes instructions, on aura les bonnes réponses, les bons outputs. Et ça vaut pour une tâche de bureautique, mais comme le fait de faire travailler des systèmes d'information entre eux. Et donc cette phase-là, elle est importante. Et il y a un gros sujet, je pense, pour les acteurs de la tech, pour aider tout le marché, de simplifier la façon de communiquer. Si on lui demande de nous trouver, alors moi c'est un truc que je fais souvent, j'utilise beaucoup de ChatGPT à titre perso pour par exemple produire des nouveaux exercices de maths pour les contrôles de ma fille. Mais par contre, si je veux quelque chose de très précis en entreprise, si je vais pas dans le détail, si j'ai pas une façon de prompter qui est bien spécifique, en général, j'ai pas la valeur escomptée. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que pour se lancer, il faut une équipe pluridisciplinaire avec le soutien du management. Il faut former ses collaborateurs. Et c'est bon, avec ça, je peux y aller et je vais pouvoir transformer mon entreprise. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place
entre guillemets avant pour pouvoir se lancer à plein? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi se lancer? Alors, il y a toutes ces étapes que tu viens de décrire, elles sont essentielles. Il y en a une qu'on a dit, ou qui était peut-être implicite, c'est le fait de, même si ce ne sont pas forcément les bons cas d'usage d'en déterminer certains, il faut savoir sur quoi on teste. On peut pas démarrer d'une feuille blanche. Et il n'y a aucune entreprise au monde qui n'a pas des sujets qu'elle a envie de tacler. Ça n'existe pas. Donc, on peut pas, cette feuille blanche n'existe pas non plus. Et à partir de là, il faut choisir des partenaires. Quand je dis des partenaires, ce n'est pas forcément tout de suite sur des gros investissements. Ça peut être utiliser des outils comme Mistral, ChatGPT, Gemini. Et même parfois, on a des outils qu'on n'utilise pas. Et de commencer des premières itérations. Et si on veut aller plus vite, du coup, c'est de rencontrer des partenaires qui vont nous permettre de structurer un peu plus de notre démarche et en plus avoir finalement une forme d'accompagnement qui va avec. Peut-être sur la partie constat pour réinjecter quelques chiffres. En tout cas, si on regarde nous notre échantillon de PME-ETI, ce qui est assez intéressant aussi pour un peu qualifier l'usage qu'elles en font, donc les 32% dont je vous ai parlé qui ont une utilisation de l'IA, on en a la moitié de ces 32% qui n'utilisent que des solutions soit gratuites, soit sur étagère, et une moitié qui va faire un effort, on va dire, de personnalisation ou d'adaptation de la solution IA à son contexte, à ses données propres. Du coup, ça, je pense que c'est aussi assez clé. Et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a des usages aujourd'hui qui vont varier de l'optimisation de l'existant, donc peut-être injecter un peu d'automatisation dans des processus qu'on fait déjà, donc ça peut être, je sais pas, de la génération de devis, de la génération de factures, quelque chose comme ça. Ou alors, et ça c'est quand même la majorité, on va dire, de ce que font les PME et ETI aujourd'hui, ou alors quelque chose, on va dire, de plus stratégique dans le développement de l'activité, donc aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux développement du chiffre d'affaires et ce genre de choses. Et ça, c'est quand même encore assez marginal. Et je pense que c'est lié, donc peut-être, ça fait partie des choses dont on a parlé, mais c'est cette histoire aussi d'identifier où est-ce qu'on a de la donnée pertinente qui va faire la différence avec nos concurrents. Je crois que c'est toi qui m'avais donné cet exemple entre la quincaillerie de Besançon et la quincaillerie de Rouen. Si les deux adoptent la même IA sur étagère, elles vont pas... a priori, c'est des marchés assez locaux, mais on va dire qu'elles vendent sur Internet. Elles vont pas gagner d'avantages compétitifs. Par contre, si elles puisent dans leurs données clients, dans leurs données RH, elles, tout ce qu'elles ont réussi à construire et à emmagasiner année après année, c'est là qu'elles vont réussir à tirer une valeur intéressante avec leur solution IA. C'était une quincaillerie à Caen. Non, mais c'est sûr que la partie de la donnée est très importante. Encore une fois, on y revient. Si on n'a pas nos données numérisées, bien catégorisées et tout, ça va être très compliqué pour n'importe quel IA d'aller trouver la donnée et être dans le bon contexte. On a parlé au début, ça c'est vraiment essentiel. Après, je dirais que comme tout outil, il faut juste dire aux équipes de les utiliser et traquer ses usages. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de « OK, ça a l'air de bien marcher, je vais payer un abonnement très cher et à la fin du mois, je me rends compte qu'il n'y a que 2 personnes dans l'équipe qui l'utilisent. Ça ne sert à rien. » Ou de démultiplier les outils s'ils ne sont pas tous pertinents. C'est très intéressant et utile au début pour trouver le bon cas d'usage, le bon outil. Et après, il faut rationaliser et juste miser sur ceux qui marchent le plus. Je pense qu'on s'est tous trouvé à un moment en entreprise où on avait beaucoup trop d'utiles dont on avait parfois oublié l'existence, qu'il faut juste rationaliser, faire un peu les tri. Non, vous avez dit plein de choses. Moi, j'ai entendu, donc, il faut de la data. Et il y a 2 types de cas d'usage. Il y a les cas d'usage qu'on connaît déjà parce qu'on veut optimiser un process existant. Et il y a les autres cas d'usage qui sont plus durs à trouver, qui sont ceux où on repense un peu notre façon de travailler. J'imagine que de toute façon, c'est en faisant les premiers qu'on découvre les deuxièmes. Ou pas? C'est souvent comme ça en fait. Tu commences et puis tu testes. À partir du moment où il y a des premières réussites, parce que tout le monde a des premières réussites, c'est là qu'on tire un peu la pelote et en fait on se rend compte du potentiel. Et l'IA générative, c'est un peu comme le loto. Je veux dire, tous les gagnants ont tenté leur chance. C'est basique ce que je dis, mais c'est que la réalité, il y a plein de gens qui se mettent des freins avant même d'avoir testé en disant oh, ça, je pense que c'est pas possible, ou ça, j'y crois pas trop, ou qui testent une fois, mais pas de la bonne façon et qui ont un résultat déceptif. À partir du moment où on a une démarche structurée, on a forcément des wins et on avance. Et là,
on se rend compte du potentiel. Parfois, on voit des limites parce que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une baguette magique. Mais la chance qu'on a, qui est une chance et en même temps un défi, c'est que, en fait, les infrastructures sur lesquelles on construit évoluent à la vitesse grand V. Et donc, des cas d'usage qui n'étaient pas possibles de faire il y a 6 mois, on les fait, entre guillemets, hyper facilement 6 mois après. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des enjeux de compétitivité forts, puisque ceux qui vont craquer leurs usages, avant leurs concurrents, vont gagner du temps, vont gagner des parts de marché. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément, comme tu le disais, mettre tout de suite énormément d'argent de manière déstructurée, etc. Mais si on a une démarche par itération, nos entreprises vont forcément avancer. Et donc, on a des premières victoires, on expérimente. Chez nous, on appelle ça souvent un POC, le fameux POC. Et donc, on a un POC qui marche très bien. Et en général, ça ne marche pas bien après. C'est des choses que vous avez déjà vécues. Et c'est des choses que te disent les gens dans l'étude, Tatiana ? Alors c'est vrai que moi, dans ma population, j'avais quand même une majorité de gens qui n'en étaient pas là. Mais je pense que quelque chose dont on n'a peut-être pas encore complètement parlé aujourd'hui, mais ça parle aussi de l'offre, du fait qu'elle se développe très rapidement, c'est que de manière réaliste, tous les employés ne vont pas devenir des dieux de l'IA demain, à savoir tout seuls gérer la solution, envoyer du prompt et l'appliquer au cas d'usage pertinent. Il y a vraiment, je pense, dans le côté aussi itération, c'est d'arriver à une solution où au final, l'employé qui n'est pas spécialiste IA ou spécialiste informatique, limite ne sait pas qu'il y a de l'IA derrière, c'est-à-dire il va y avoir une interface qui va lui permettre et qui va se rapprocher peut-être des usages qu'il a aujourd'hui, mais qui du coup derrière aura quelque chose, va travailler d'une façon beaucoup plus efficace et va lui apporter des solutions qui n'étaient pas là avant. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus aussi. Tu as évoqué un sujet qui, je trouve, est très important et complémentaire, et celui de la découvrabilité des offres. Du coup, des solutions d'IA. Se dire, il y a énormément de choses, mais finalement, on ne sait pas trop par où commencer. Du coup, il y a plein d'initiatives que se mettent en place, mais ça ne reste pas évident de trouver la bonne solution. Pour mon cas à moi, on peut s'appuyer sur des boîtes comme Community qui peut-être peuvent nous guider. Si on veut faire seul, c'est un peu compliqué. Du coup, nous, par exemple, pour commencer à adresser cette problématique qui est très large, et BPI le fait également, nous, on s'est alliés avec nos homologues danois et pour lancer une plateforme qui est vraiment à l'attention des PME et qui s'appelle EMI, qui référence par cas d'usage des entreprises européennes et mondiales qui résout des problèmes très, très pratiques. Du coup, on s'est vraiment interrogé qui, parmi les membres de France Digital, pouvaient avoir des solutions accessibles aux PME et ETI. Du coup, on s'est retrouvé avec certains exemples qui sont assez parlants. Par exemple, pour tous ceux qui ont des boutiques et ont besoin d'alimenter leur page Instagram pour rendre visibles leurs produits, vous prenez une solution comme Photoroom, par exemple, pour améliorer la qualité des images. Ça rend des images quasi qualité professionnelle à très faible coût et qui va très bien pour les solo entrepreneurs ou les petits magasins. Ou Connie, pour ceux comme toi et moi, on a des problèmes avec Excel, ça aide à extraire de l'info d'Excel assez facilement sans connaître toutes les formules. Voilà, c'est des petits cas comme ça. Et la multiplication des plateformes, des lieux qui rendent plus lisible cette offre, vont aussi permettre une adoption un peu plus massive. Alors, je n'ai pas de problème avec Excel. Hein. Je ne suis juste pas un dieu d'Excel. Moi non plus. Voilà. Je simplifie. Après, il y a quelque chose qu'il faut se méfier, c'est vraiment tous les effets d'annonce. Et c'est vrai que le retour qu'on a souvent, c'est de nous dire, en fait, on voit des démos, elles ont l'air incroyables, et in fine, c'est un peu le pétard mouillé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui font le job à 60%. Sauf que au niveau entreprise, 60%, on n'est pas encore finalement au minimum acceptable. Par contre, c'est vrai que comme ces technologies sont nouvelles, il ne faut pas forcément toujours se dire il faut que ça fasse le job à 100%. Il faut juste reprendre une règle basique, la règle des 80-20. Si ça me fait 80% du job et que ça me fait gagner plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, et même s'il me reste un petit bout du chemin à faire, mais c'est pas grave, de toute façon je le faisais déjà, il faut y aller. Et il y a une manière très simple quand même de vérifier tout ça, c'est de le tester avec vos données, avec vos besoins. Et de sortir des démos et d'être sur des démos qui soient live. Et en général, là, soit on est convaincu, soit c'est le château de cartes qui s'effondre. Mais en tout cas, les deux conseils que j'ai à vous donner, c'est pas forcément de se dire qu'il faut toujours que ça fasse tout le job à 100%. Mais par contre, tester sur des cas réels pour voir que ça marche réellement.
Je fais juste une petite aparté. Tu as raison, il y a plein de plateformes et BPI France, on s'entend avec tout le monde. Donc il y a celle de France Digital, il y a celle du Hub Francia, il y a celle portée par le gouvernement. Donc n'hésitez pas, il y en a plein différentes. Et allez regarder chacune, elles ont chacune leur qualité. Ok, donc on teste, on vérifie rapidement que en fait, c'est pas juste de l'effet waouh, ça peut être utile dans mon monde de l'entreprise. Mais on est toujours dans mon POC là. On n'a pas encore réussi à déployer. Comment on fait pour déployer? Est-ce qu'on déploie l'outil IA du CRM parce que Salesforce, Zendesk ou autre me le propose? Est-ce que non, on va aller travailler avec une start-up précise sur mon cœur de métier? Enfin, c'est quoi un petit peu la bonne recette de cuisine pour choisir, on en revient toujours hein, au bon cas d'usage. C'est quoi le premier bon cas d'usage? Ça dépend quand même beaucoup, Pierre. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les études de cas de l'étude, on voit quand même pas mal de partenariats. Donc, ça va être des entreprises soit industrielles, soit dans le transport, qui ont conscience que c'est pas du tout leur expertise de faire de l'IA et qui vont être mis en contact ou vont trouver un partenaire de confiance qui va les aider à la fois dans la construction de la solution technologique et dans le scaling auprès des employés pour que ce soit adopté. On a aussi un peu de tout. Hein. On a des dirigeants ultra geeks qui se mettent à créer eux-mêmes leur agent pour répondre à tous les leads entrants de la boîte. Ça prend plus de temps. Lui est convaincu que tout le monde peut le faire. Mais ça, moi, j'en suis pas encore complètement convaincue. Mais bon, pour une PME, ça peut aller très vite. Si on a 20, 30 employés, au final, il faut proposer comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, quelque chose qui est pertinent pour les équipes, donc pas du tout attendre pour les impliquer dans le process. À partir du moment, je pense, où elles voient qu'il y a une valeur vraiment ajoutée dans la façon dont elles font leur travail, c'est vraiment une grosse partie du travail qui a été fait. Je pense que l'IA, et ça commence à être considéré comme ça par le marché, alors je parle plutôt pour ceux qui la construisent, je ne suis pas sûr que le marché grand public ou le marché B2B le voit déjà comme ça, mais en fait l'IA, ce n'est pas un outil, c'est plutôt une OS. Donc c'est plutôt un système d'exploitation. Et en fait, la façon dont il faut envisager l'IA, c'est plutôt de se dire que ce système d'exploitation va me permettre d'interagir avec d'autres systèmes, des données, pour réaliser des tâches. Et à partir du moment où on part de ce principe-là, on va avoir des choix de partenaires et de direction dans intégrer, alors l'IA générative, je précise, hein, dans le cadre de son entreprise, qui vont aller sur une construction où on va finalement rajouter des briques, un peu comme du Lego. Encore une fois, l'IA, c'est une base, une couche technologique. Mais ce n'est pas un produit fini en soi, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Par contre, il faut rajouter les bonnes pièces pour arriver à résoudre ses propres besoins et ses propres cas d'usage. Et vraiment, cette logique de se dire, voilà, moi aujourd'hui, comme on a le système d'exploitation d'Apple, de Google, etc., il faut voir l'IA exactement comme ça. Donc, penser toujours au coup d'après. Je choisis un premier cas d'usage en me disant qu'il me sera utile pour mon deuxième cas d'usage. C'est ça que tu dis, Jonathan ? Plutôt se dire que je vais choisir des outils ou des infrastructures qui vont permettre d'évoluer avec l'évolution même de ces technologies qui, encore une fois, au-delà des effets d'annonce, avancent quand même assez vite et vont permettre de construire au fur et à mesure. Parce que sinon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on va devoir empiler les outils par-dessus les outils qui n'auront pas tous l'usage escompté et ça va vite faire monter la facture. Très bien. Mais je suis quand même sur ma fin, moi. J'ai pas compris lequel je priorisais. Non, est-ce que, on va dire, sur une entreprise qui démarre vraiment et qui sait qu'elle démarre et elle le fait avec modestie et c'est d'autant mieux, on va plutôt chercher quelque chose dans son cœur business ou on va plutôt quand même peut-être se faire la main sur quelque chose, comme tu disais, les posts Instagram, parce que c'est pas vraiment mon métier, mais c'est important d'avoir un joli feed Instagram pour l'entreprise. Il y a des... C'est pas forcément une réponse, mais c'est quoi les questions à se poser, en tout cas? La question à 1 million d'euros. Je pense que ça va dépendre beaucoup et il y a des pistes intéressantes dans votre étude d'ailleurs là-dessus. Alors, pas tous les métiers sont faits
et pas toutes les entreprises sont faites pour avoir de l'IA au cœur. Si je suis dans le bâtiment et j'ai construit des choses, et ben, probablement mon corps de métier, ça va rester de la construction, quelque chose de très physique. Et j'aurai de l'IA dans mes fonctions de support. Par exemple, pour automatiser les factures, pour rédiger des comptes rendus plus rapidement, pour extraire de l'info de mes tableaux, etc. Alors que si je suis dans la communication, par exemple, eh ben, l'IA, probablement, je devrais l'intégrer dans mon processus créatif très, très tôt. Parce que si je ne le fais pas, ben, en tout cas, mon concurrent est très probablement en train de le faire. Du coup, je dois repenser un peu le rôle de mes équipes aussi, comment elles vont se servir de l'IA pour aller plus loin, faire davantage de projets, imaginer davantage de campagnes, etc. Du coup, ça revient toujours à la même chose. Quelle est la problématique que je rencontre aujourd'hui dans l'entreprise et est-ce qu'il y a les bons outils pour la résoudre ou pas? Après, si je pense aux résultats de notre mapping, les cas d'usage les plus répandus de l'IA, ça reste quand même autour de l'analyse de la donnée, par exemple, la gestion de la connaissance. Du coup, en fonction de si votre métier est très fort en ces domaines-là, en connaissance, en gestion de l'information, ben, ça va devenir une partie du corps du métier. Si vous êtes sur un autre domaine, ça va faire plutôt partie des fonctions de support. Bah, parfait. J'ai ma réponse. J'arrête de vous embêter. Très bien. Avant qu'on passe aux questions du public, je me suis dit que ce serait important que vous ayez aussi un moment d'expression libre, parce qu'il y a sûrement des choses qui ne pouvaient pas rentrer un petit peu dans la trame que je vous ai imposée. Et donc, bah, l'idée, c'est de vous donner chacun un moment libre avec l'information importante qu'il faudrait retenir de notre échange. Du coup, moi, c'est vrai que... Alors, j'imagine qu'il y a des dirigeants de PMETI dans la salle. Venir à Big et venir à une conférence sur l'IA, c'est déjà un premier pas pour se sentir moins seul face à ce sujet-là. Mais en tout cas, moi aussi, voilà, ce que je voulais mettre en avant, c'est vraiment ce côté... aller chercher l'information, aujourd'hui elle existe. Il y a le plan Osélia qui a été lancé par le gouvernement qui fédère un certain nombre d'ambassadeurs, de programmes. Nous, chez BPI France, on a l'IA Booster qui justement accompagne PME-ETI à la fois dans l'identification des cas d'usage. On a aussi les Diag Data IA qui permettent de comprendre où est la donnée, où est-ce qu'on en est dans sa gestion, sa gouvernance de la donnée et comment s'améliorer là-dessus. Donc vraiment, et voilà, aller dans les associations professionnelles, aller trouver, aller parler à d'autres gens qui se sont lancés, aller chercher des recommandations pour des formateurs pour vos équipes. Ça existe. Chez BPI France, on a aussi BPI France Université qui propose toute une série de formations webinaires pour différents secteurs, différents questions techniques, les aspects légaux aussi autour de l'IA, parce que forcément c'est un aussi des freins qui ressortent pas mal pour les dirigeants, cette peur de la donnée, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qui se passe si je donne, si je suis un conseil de l'IA et que après ça implique ma responsabilité juridique, ce genre de choses. Grosse question, les réponses elles existent et elles sont, en tout cas dans tout l'écosystème BPI France et je suis sûre aussi ailleurs, vraiment dirigées envers les dirigeants, pour les dirigeants et dirigeantes de PME-ETI. Donc n'hésitez pas. Je pense que c'est existentiel pour la survie de notre économie qu'on ne passe pas à côté de cette révolution-là. Ce que je vais dire, et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais aujourd'hui, moi, en tant que Français, j'ai le sentiment qu'on est une colonie numérique des États-Unis. Il y a des chiffres qui le parlent. 99% des outils informatiques qu'on utilise sont américains. Donc là, aujourd'hui, peu importe les outils que vous allez choisir, mais ça passe par le fait de développer notre économie sur l'IA. Donc bien évidemment l'adoption, l'usage, et ensuite d'aller choisir et de builder avec des partenaires qui vont vous aider à vous développer. Et en plus de ça, on a énormément de start-up et de mouvements, de choses qui sont faites en France pour ça. Je suis moi-même ambassadeur de Oséia parce que je me sens vraiment engagé dans cette mission, puisque c'est la survie de notre économie. Au-delà de ça, vraiment, les conseils que j'ai à vous donner, c'est assez simple. C'est-à-dire que il faut de l'implication et du temps. On ne peut pas se dire que c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Ce n'est pas possible plus tard. Aujourd'hui, quand je vois que parfois, pour lancer le Black Friday, on demande l'autorisation à Amazon, je me dis, mais on marche sur la tête. Mais c'est la réalité, parce qu'en fait, on s'est complètement fait bouffer par tous ces acteurs-là. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de les utiliser, mais ça veut dire qu'on doit être acteur de cette transformation,
puisque en plus, eux se transforment plus vite que nous. Donc ça, c'est la première chose que j'ai à vous dire. Et après, la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que vraiment, l'IA ne devient intéressante que quand on y connecte son contexte. Et c'est tout de suite quelque chose que vous devez envisager, parce que sinon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde a la même IA. Et pour finir et rebondir sur ta dernière question, c'est que les cas d'usage les plus pertinents pour une entreprise sont ceux qui sont liés à votre business. Ça ne veut pas dire que c'est lié aux commerciaux. Ça veut dire que c'est lié à votre business. En fonction du business dans lequel vous travaillez, il y a des services, ça va complètement changer leur façon de faire. Et ça va vous faire gagner plus d'argent, plus vite. Et ça, c'est ce qui donne de la niaque, de l'envie à tout le monde d'aller plus loin et plus vite. Et donc les projets sur lesquels vous devez vous concentrer, c'est ceux qui sont liés à ceux qui vous génèrent du revenu. Le reste, par exemple le knowledge management, on en parle depuis des années, mais c'est un marché qui n'a jamais percé, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Faut pas le dire en notion, ça. Non, mais en tout cas, très bon passe, Jonathan, parce que j'allais dire la même chose. Mareko serait de dire ne tombez pas dans le piège de croire que ChatGPT, Gemini, Copilot et Dali sont tout ce qu'il y a en IA. Bien au contraire, il y a énormément d'offres en France, en Europe et ailleurs dans le monde qui est très, très qualitative, probablement moins cher et beaucoup plus pertinent pour votre métier parce que là, le contexte européen des langues et des cultures. Du coup, vous allez trouver et aussi une plus grande capacité à personnaliser si vous en avez besoin, parce qu'il y a plus d'agilité, c'est des structures plus petites et plus jeunes et qui avancent plus rapidement. Du coup, voilà, ouvrez vos horizons parce qu'il y a vraiment une solution pour tout et souvent, elle est vraiment à côté et à proximité. Merci beaucoup à tous les trois. Et donc, on a du temps pour prendre des questions. Et donc, s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour à tous et merci pour cette conférence. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'IA, mais au niveau des cyberattaques. Comment vous pensez qu'on peut se prémunir des cyberattaques en utilisant l'IA? Parce que c'est vrai que l'IA, c'est un bon outil, mais derrière, les cyberattaquants peuvent très bien l'utiliser contre nous. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là ? J'ai pas énormément d'éléments là-dessus, mais à dire que, en tout cas, c'est une préoccupation centrale. Alors peut-être pas assez centrale pour tout le monde. Je pense que la cybersécurité, même avant l'IA, c'était un enjeu très important. On a pu le voir avec des attaques qui ont vraiment paralysé ces derniers jours dans les aéroports des acteurs énormes, mais aussi pour une PME, c'est un impact disproportionné. Une attaque cyberattaque, ça peut mettre en danger la survie de l'entreprise. Donc, super important. Je ne suis pas du tout expert de comment ça se fait. Mais en tout cas, c'est un sujet à prendre en compte forcément. Alors, c'est une bonne question. Et malheureusement, quand il y a des nouvelles technologies, ceux qui testent sans trop se poser de questions, qui vont assez vite, ce n'est pas forcément ceux qui veulent faire le bien. Et il y a déjà eu des cas cet été. Il y a eu énormément de comptes qui ont été coupés sur Claude. Claude, qui est un des meilleurs modèles de langage pour coder, où en fait des organisations malfaisantes organisaient des arnaques et des cyberattaques at scale. Donc bien évidemment, tout ce qu'on peut automatiser et faire pour le bien, on peut le faire aussi pour le mal. Alors la chance que l'on a, c'est qu'il y a quand même, en fait, dans l'IA, il y a plein d'acteurs qui sont en train de se développer sur tout type de sujet, et sur ce sujet-là aussi. Aujourd'hui, c'est encore jeune, mais c'est vrai que, en fait, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de système d'exploitation. Il faut se dire que toute la façon dont aujourd'hui on interagit avec Internet, qui est quand même une bonne partie de notre temps, en titre pro et perso, va complètement évoluer. Les interfaces vont évoluer et les risques potentiels vont évoluer. Les risques de se faire subtiliser son identité, etc. Tout va changer et tout devient plus facile. Donc, le conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est d'une, faire très attention à titre personnel, parce qu'on peut être vraiment surpris et se faire avoir par des choses qui paraissent surréalistes sur le papier. Et au niveau professionnel, c'est très intéressant de suivre également les sociétés de cybersécurité qui construisent des solutions basées sur l'IA générative, parce que
de l'autre côté, ceux qui veulent créer des arnaques de manière massive sont clairement sur le sujet et opèrent déjà. Oui, complètement. L'IA est dans les deux sens. Hein. Elle est dans les attaques, mais aussi dans la défense. Il ne faut pas hésiter à s'y munir aussi des solutions de cybersécurité. Faire très attention aussi à l'outil qu'on utilise, avec quelles données. Du coup, on peut peut-être utiliser des services en ligne pour des tâches vraiment pas sensibles, mais alors, quand ça touche à de la donnée sensible, faire doublement attention. Et après, effectivement, l'IA a baissé la barrière à l'entrée pour faire des cyberattaques, mais le monde de la cybersécurité est très, très riche, notamment en France. D'ailleurs, il y a des très beaux mappings des différentes solutions de cybersécurité sur plan vertical différentes. Il ne faut pas hésiter à se munir de ça également. Et peut-être pour revenir sur un des chiffres, je suis allée regarder dans l'étude, je ne me rappelais plus exactement, mais on est quand même à 53% aujourd'hui des PME ETI qui nous disent ne pas s'être prononcés auprès de leurs employés sur l'utilisation des IA libres d'accès. Donc c'est clairement un sujet. C'est peut-être la première étape. Ça va être à la fois dans la formation de dire, bah voilà, vous avez le droit, parce qu'il y a toute cette question du shadow IA, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que les employés ne s'en servent pas. Et du coup, il faut en parler, il faut ouvrir un dialogue social sur la question. Enfin, vraiment, on avait les cafés de l'IA, je ne sais pas si ça se continue, mais qui ont entamé ça pour pouvoir en parler. Ça se continue. Ça se continue. Et pouvoir en parler pour pouvoir dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il est dangereux de faire, parce que c'est certainement une question très importante. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir. Quelles sont vos recommandations pour traiter la confidentialité des données? Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Si on réfléchit de manière, on va dire, basique, normalement, tous les outils qu'on utilise, je parle plutôt des outils américains, sont censés ne rien faire avec nos données. C'est contractuel. Dans les faits, il y a quand même eu des séries de procès, de condamnations qui ont montré que parfois, ils ne faisaient pas exactement ce qui avait marqué dans leur contrat. C'est pas moi qui le dis, je veux dire, il y a des précédents. En revanche, c'est vrai que le meilleur moyen d'avoir des choses très sécurisées, c'est de faire en sorte que les opérations qui sont faites par les modèles soient faites sur des serveurs sur lesquels on a la main. Et ça, c'est, on va dire, une façon certaine de garantir la confidentialité. Mais encore une fois, sur les outils qu'on utilise, ils sont censés gérer la confidentialité. Mais si on fait juste un retour en arrière 2 secondes, les mêmes gens qui nous vendent ces modèles ont déjà toutes nos données sur tous les outils qu'on utilise au quotidien. Donc, est-ce que ça change grand-chose en réalité? Je ne sais pas. Mais dans l'absolu, ça passerait par ça, mais de toute façon, ils ont déjà tout, j'ai envie de dire. Une petite réaction, ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si vous avez la même. Il y a quelques jours, sur mon LinkedIn, typiquement, il y a une affiche, un pop-up qui est apparu qui dit cochez cette case si vous voulez ou pas que votre donnée soit utilisée pour alimenter notre IA. Voilà, donc il ne faut pas hésiter vraiment à regarder les réglages des outils, tant personnels que professionnels, parce qu'effectivement, si on ne fait pas attention, c'est vraiment un clic, on a envie de se débarrasser pour continuer avec notre tâche, alors que ça rentre dans les conditions contractuelles de la plateforme très, très rapidement. Du coup, voilà, ça c'est une première, effectivement, faire tourner la donnée sur sa propre machine. Et après, j'ai envie de dire, si on a une politique de confidentialité de la donnée, même pour se mettre en conformité avec le RGPD, par exemple, et ben, c'est juste la continuation des bonnes pratiques. Qui gère quelles données? Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'utiliser tous les coordonnées de mon client pour faire un prompt où je peux anonymiser cette partie-là et c'est tout autre élément dont j'ai besoin. Du coup, c'est un peu des bonnes pratiques et on peut mettre en place même des protocoles de quelles données j'utilise, par qui, où et comment en entreprise. Et pour ça, il faut le diffuser auprès des employés. Une autre question? Après, juste par rapport à ce qu'a dit Tatiana, la pire chose à faire, c'est de laisser des IA gratuites à nos collaborateurs. Les prompts et les réponses sont indexés sur Google. Enfin, c'est la mort du petit cheval, quoi. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Peut-être 2 questions. La première question, c'est comment maîtriser les coûts à venir de l'IA, notamment des prompts, quand on multiplie les outils et quand on multiplie les services. Et la deuxième question qui est un peu liée, c'est quels sont les meilleurs cas d'usage
déjà mis en place aujourd'hui de point de vue concret qui illustre la conférence aujourd'hui dans les entreprises que vous avez croisées? Merci. C'est une bonne question. Dans l'IA, il y a une partie qui est peut-être pas très connue, c'est ce qu'on appelle l'observabilité. Et en fait, c'est la mesure de combien coûte chaque tâche. D'accord ? À chaque fois qu'on envoie un besoin, une question, combien ça coûte de faire tourner les modèles derrière. Ça, c'est des choses que tous les acteurs suivent de manière très précise. Je pense qu'au départ, il ne faut pas forcément trop creuser ce point-là, ou en tout cas pas se le mettre comme une barrière, et plutôt voir là où on a les cas d'usage et là où ça marche bien et ça apporte énormément de valeur. En revanche, il y a une réalité qui est tout doucement en train d'arriver, c'est qu'aujourd'hui tous les outils payants ou gratuits que vous utilisez, ils sont tout doucement en train de mettre des restrictions. Parce que si on prend les gros acteurs du marché, si on prend par exemple ChatGPT, tout ce que vous pouvez faire pour 20 €, clairement, c'est du dumping. En fait, ils dépensent beaucoup d'argent pour un produit qui n'en rapporte pas assez, voire qui n'en rapporte pas parce qu'il est gratuit, mais parce qu'ils sont dans une acquisition d'utilisateurs. On l'a vécu avec les réseaux sociaux. Mais au fur et à mesure, on voit que certaines limites apparaissent. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais il va y avoir une phase où, en fonction de la valeur que ça apporte, même si aujourd'hui le coût au token a énormément diminué sur ces derniers mois, voire ces dernières années, il y a une phase où, en fonction des tâches, il faudra se dire, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse avec l'IA ou pas ? Mais on sera, je pense, rentré dans une phase plutôt d'exploitation dans laquelle on n'est pas encore aujourd'hui. Je pense que peut-être une des réponses, et qui répond à la question précédente aussi, c'est... Alors, j'ai pas de preuves scientifiques à l'appui, mais il y a quand même cette question de la souveraineté dont on fait que parler. C'est-à-dire qu'on voit que l'Europe, les États-Unis prennent des approches de réglementation vraiment très différentes par rapport à l'IA. Donc, peut-être qu'ils se posaient la question aussi, voilà, de avec quel acteur je vais. Est-ce que je vais en Europe? Est-ce que je vais aux États-Unis? Et la question de, j'ai pas la traduction en français, mais du path dependence. Donc vraiment, à quel point je peux développer une solution qui est modulaire pour pas être coincé avec le provider que j'ai choisi en tout début de parcours. Parce qu'en effet, ça nous met dans une situation économique très compliquée au moment où il y a des augmentations de prix potentielles. Très bien. Tu voulais continuer? On n'a peut-être pas répondu à la question sur les cas d'usage. Alors, pour tout ce qui est de l'IA machine learning classique, tout ce qui est prédiction, recommandation, ça marche très bien et très intégré. Optimisation aussi, que ce soit logistique, entrepôt et compagnie. En ce qui est de l'IA générative, il y a beaucoup d'utilisation dans le coding quand même, et même si ça n'enlève pas le travail du développeur, parce qu'il faut corriger, s'assurer que ça fonctionne, s'assurer que ça marche dans des cas à la marge. Dans la communication et tout ce qui est du graphisme également, c'est très poussé. Mais je n'aurais pas encore peut-être des statistiques à ces sujets-là. Je ne sais pas si toi, Jonathan, tu vois des cas d'usage plus que d'autres. Le coding, c'est clairement un axe qui fonctionne très très bien et c'est un super cas d'usage. Et pour tous les aspects du coding, que ce soit la production ou la revue de code. Et après, ce que je vois, mais là c'est un peu biaisé, parce que c'est vraiment par rapport à ce qu'on fait nous, mais des cas d'usage qui fonctionnent bien, ce sont des cas d'usage où on va avoir finalement des productions d'une tâche. Production d'une tâche, ça peut être un rapport, ça peut être le traitement de différentes informations, de différents documents pour les passer d'un système à l'autre, et qui sont aujourd'hui des tâches en général qui sont faites humainement, qui sont des tâches très chronophages et en général ingrates, et qu'on peut automatiser en minutes versus en heures à la main. Et la relation client, pardon, avant que j'oublie tout ce qui est automatisation des réponses un peu standardisées. Alors le chatbot existe depuis très longtemps, pas même avant, mais aujourd'hui il est vachement plus puissant. On peut avoir même des conversations en langage naturel et c'est bête, mais vous allez le rencontrer si vous appelez la poste, ça va être l'IA qui vous répond. Très bien, on va prendre les deux dernières questions. Elles ont déjà été levées. Bonjour, merci pour l'intervention et notamment France Digital. Je fais une petite parenthèse. C'est un très beau site que je recommande à tout le monde, qui fait un panel extraordinaire de l'état des startups IA en France. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours. Je fais mon business plan, donc voilà, bravo. Ma question concerne plutôt l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la Gen AI. Mais est-ce que
aujourd'hui, en 2025, bientôt en 2026, on n'a pas déjà quelque part un temps de retard, étant donné que lorsqu'on regarde l'état de l'art aux États-Unis ou en Chine, on parle notamment beaucoup plus de l'agentique, plus que de l'IA générative. Donc, est-ce que ça ne décale pas la France et l'Europe par rapport aux usages qui vont venir l'année prochaine et jusqu'à 2030 et au-delà? Merci déjà pour le commentaire sur France Digital. Avec plaisir pour en parler après aussi. Sur l'agentique, je reste quand même assez confiante parce qu'on a des belles entreprises. Je pense à Dast, par exemple, en France, mais elles ne sont absolument pas les seules. Community, vous faites des agents aussi. Et les agents commencent à être proposés par nombre d'entreprises en Europe aussi. Du coup, ce n'est pas tant que ça qui m'inquiéterait. C'est un développement qu'on constate en Europe aussi. Et l'accès à ces agents devient de plus en plus simple parce qu'il y a des entreprises justement qui aident ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences de coding à développer facilement leur propre agent en s'appuyant sur des briques technologiques déjà présentes. En ce qui concerne la course à l'IA plus largement, je pense qu'il faut une vraie réflexion très large. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe en Silicon Valley aujourd'hui, mais c'est parfois assez lunaire dans le sens où on va tellement vite qu'on perd un peu la main. Genre, il y a beaucoup d'hallucinations, des modèles de langage notamment qui arrivent un peu à détourner la conversation avec l'humain pour mentir ou les détourner. Bref, et c'est aux nouvelles d'aujourd'hui. Il y a même un appel de des prix Nobel aujourd'hui à New York qui disait faisons attention à quoi on utilise l'IA. Du coup, voilà, il faut toujours relativiser. C'est bien d'être dans la course de l'IA, mais pourquoi en faire? Vers quelle société on veut aller? Après, je pense que l'autre point important à garder en tête, et c'est là peut-être où on devrait s'inquiéter le plus, c'est d'avoir des grands acteurs capables de concurrencer au niveau mondial avec les champions américains et chinois. Du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mistral en France, mais pourquoi en avoir un seul en Europe? Il faudrait qu'il soit encore plus grand et qu'il ne soit surtout pas le seul. Oui, il y en a d'autres, mais entre les acquisitions, il y a plusieurs choses qui se passent. Voilà, l'objectif pour l'Europe serait d'avoir davantage des grandes entreprises de la tech pour être bien dans la course mondiale. Merci. Et on va prendre la dernière question. Merci à tous. Donc, je voudrais remettre un peu l'humain au cœur du sujet. Concernant les bonnes pratiques observées en conduite du changement dans les PME, qu'avez-vous vu comme bonnes pratiques pour accélérer l'IA et l'adoption? On en a un petit peu parlé, mais en effet, ce côté former des groupes de travail, aller chercher l'intérêt où il existe déjà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vu dans ces entreprises un petit peu qui expérimentent avec l'IA aujourd'hui. Donc ça va être faire un peu le point parmi les employés déjà, qui est-ce qui est intéressé par l'IA, qui est-ce qui a envie de vraiment se plonger dans le sujet, et du coup leur permettre de libérer du temps pour réfléchir, voilà, demain, qu'est-ce qu'on en fait dans l'IA? Déjà, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Peut-être aller regarder qu'est-ce que font les concurrents, quelles sont les solutions qui existent qu'on pourrait, nous, mettre en place à l'intérieur. Enfin, vraiment former ce groupe de travail et leur dégager du temps. Je pense que c'est quelque chose que tu as dit aussi. Ouais, en fait, c'est un sujet essentiel, mais en réalité, ce n'est pas un sujet nouveau. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'étais tout fier de pouvoir mettre sur mon CV que je savais traiter Word et PowerPoint. Aujourd'hui, en quelques phrases, je peux demander à un outil de m'en produire un sans faire aucun effort. Ce qui est important, c'est vraiment le fait d'y aller, d'impliquer ces équipes et de le faire de manière structurée, bien évidemment, pour que ça soit efficace, parce que nos métiers, notre façon de travailler va complètement évoluer. Donc, il faut qu'on prenne le virage maintenant. Mais en soi, on l'a déjà fait. Ça a été le cas d'Internet, ça a été le cas du mobile. Donc c'est juste une continuité par rapport aux technologies qui évoluent. Mais c'est vrai qu'il faut se saisir de cette opportunité. Et je vais répondre moi aussi, parce que j'ai une autre casquette. Je suis aussi en charge de la conduite du changement chez BPI France. Et il y a vraiment deux aspects. Je considère qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les outils. Apprendre à bien se servir de copilote, de Gemini, de ceci, de cela. Pourquoi pas? Mais il y a vraiment une plus couche d'acculturation à apporter aux collaborateurs sur c'est quoi de l'IA, comment ça marche, pourquoi ça se trompe, parce que ça se trompe, on peut dire que ça hallucine, mais ça se trompe. Voilà, donc pour qu'ils gardent cet esprit critique
par rapport à ce que produisent ces IA et qu'eux-mêmes puissent imaginer ces fameux cas d'usage dont on parlait, en se disant je connais les limites de l'outil, je connais les limites de la technologie, mais ça me va. Je sais que ça va faire le 80% dont tu parlais. Donc c'est vraiment ce sujet de... On peut les former à des outils, et c'est très bien, et il faut le faire, mais il y a vraiment l'autre partie qui est de comprendre ce que c'est que l'IA, et quitte à en parler de l'humain, parler un peu des sujets éthiques de l'IA, parce qu'il y en a beaucoup, c'est aussi important, je pense, que de parler de comment on fait le prompting, les agents, et ainsi de suite. Désolé, je ne voulais pas te couper. Peut-être en termes purement pratico-pratiques, typiquement sur le site des cafés de l'IA, il y a, je crois, tout un guide de conversation pour entamer la conversation avec les employés sur le sujet. Très bien. Je vous propose qu'on arrête là et je tiens donc à vous remercier tous les trois d'avoir été avec nous et d'avoir partagé vos expertises. Merci à tous. Et à vous tous d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à tous, bonne journée.